un élément qui me semble important à caractériser quand on parle des écoles Steiner-Waldorf et de l'anthroposophie et de l'endoctrinement qui a lieu dans ces écoles, selon moi, c'est un processus assez subtil et que j'ai mis longtemps à repérer en moi-même et dans les autres élèves que j'ai côtoyés, même plus tard, une fois qu'ils avaient quitté l'école, c'est cette survalorisation des égaux euh, qui est omniprésente dans cette pédagogie, dans cette scolarité. Je me refuse de parler en fait de pédagogie pour ces écoles. Survalorisation des égaux, c'est quelque chose qui est pratiqué de manière à nous donner constamment l'impression que la moindre de nos idées, la moindre de nos pensées, de nos intuitions obscures, de nos états d'âme ont une valeur incommensurable, une valeur de vérité profonde. Alors oui, on peut voir le côté positif de la chose en se disant, eh bien, c'est une manière de donner confiance en eux-mêmes à de jeunes élèves, à leur faire croire à leur propre potentialité. Et effectivement, ça peut produire cet effet. Mais quand c'est fait de manière continuelle et injustifiée, ce qui est le cas, cela produit surtout chez les élèves en question le sentiment que la moindre de leur pensée est issue de la cuisse de Jupiter. Et ce qui est particulièrement grave, c'est que cette valorisation de la moindre parole, de la moindre pensée, de la moindre bribe émanant des élèves en cours, s'associe à un manque de travail. On ne travaille pas beaucoup dans ces écoles. Là, pendant ma scolarité, je dois dire, je n'ai vraiment pas travaillé beaucoup. On écoutait surtout. On recevait ce qui nous était enseigné, mais on ne travaillait vraiment pas beaucoup. On participait à des fêtes, oui, ça. Les fêtes, elles occupaient beaucoup de temps dans cette scolarité. Et la préparation des fêtes également, mais les cours proprement dit, et dans les cours, la partie restitution des connaissances, contrôle, examen, euh, vérification des connaissances acquises, je dois dire qu'elles étaient quasiment inexistantes. Donc, quand il y a à ce point d'un côté survalorisation des égaux et de l'autre absence totale de travail, cela produit des êtres qui vivent avec une espèce d'image d'eux-mêmes, d'êtres supérieurs potentiels, mais de potentiel qui restera toujours à l'état de potentiel. Et évidemment, quand après on va dans ce que les pédagogues et les anthroposophes de ces écoles appellent le monde extérieur, ce potentiel, ben, il se met à fondre comme un morceau de cire. Et c'est douloureux pour ces élèves. Ça a été douloureux pour les élèves de ma classe de s'apercevoir que le regard émerveillé qu'on portait sur les fabuleuses créatures qu'ils étaient n'était plus le même sorti de l'enceinte de l'école. Donc évidemment, ce procédé va inciter fortement
se dire, mais finalement, est-ce que je ne serais pas mieux dans mon ancien univers, ou dans quelque chose qui se rapprocherait de mon ancien univers? Alors, ce qui se rapproche le plus de l'ancien univers d'une école Steiner-Waldorf, c'est certainement un univers Steiner. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les processus d'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf. Je ne prétends pas en faire le tour et j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais un élément qui me semble encore assez important, c'est le discours promotionnel de ces écoles. Le discours promotionnel à destination de l'extérieur et le discours promotionnel interne. Alors vous allez me dire, toutes les écoles font leur autopromotion auprès de leurs élèves, c'est normal, oui, certainement. Dans certaines proportions, oui, d'accord, peut-être, et peut-être certaines le font plus que d'autres. Sauf que dans ces écoles, le discours promotionnel, il est incessant, et il est associé au fait que l'on suggère à ces élèves qu'ils font partie d'un monde à part, d'un monde d'êtres de grande valeur, d'un monde d'êtres supérieurs aux autres, on peut le dire, d'une part, et d'autre part que ce monde à part auquel ils ont la chance d'appartenir est un monde qui s'appuie sur l'anthroposophie, qui n'existe que grâce à l'anthroposophie. Donc, si vous voulez, c'est la promotion, l'autopromotion de ces écoles par elles-mêmes se conjugue nécessairement à l'autopromotion de l'anthroposophie, puisque c'est l'anthroposophie qui permet à ces écoles d'exister. Pendant ma scolarité, j'ai entendu à de très nombreuses reprises parler en bien de l'anthroposophie. Pas l'anthroposophie en tant que telle, mais l'anthroposophie qui a permis l'existence des écoles Steiner-Waldorf. Mais c'est nécessaire et c'est inévitable de la part des professeurs de ces écoles. Comment ne pourrait-il pas faire la promotion de l'anthroposophie, qui est ce en quoi ils croient le plus au monde, qui est leur religion, qui est leur raison de vivre, qui est la seule chose valable dans l'univers d'ailleurs, pour la plupart du temps. Comment n'en parlerait-il pas en bien à l'occasion de la promotion de leurs écoles? C'est inévitable. Enfin, quand souvent les professeurs Steiner-Waldorf disent « oui, mais Steiner a été très clair, il a dit qu'il ne fallait pas parler d'anthroposophie aux élèves. » Ah oui, mais sauf que ce n'est pas possible. Ces écoles sont tellement différentes, sont tellement spécifiques, leur univers, même leur architecture, la peinture des salles de classe, leur tradition, leur mode de vie est tellement spécifique, jusqu'à l'alimentation à la cantine, qu'on ne peut pas ne pas donner aux élèves des explications sur la spécificité de ce mode de vie. Et donner des explications sur la spécificité de ce mode de vie, c'est nécessairement parler de l'anthroposophie. Quand Steiner dit ne parlez pas d'anthroposophie aux élèves, c'est d'une hypocrisie phénoménale. Parce que c'est inévitable.
on ne peut pas, quand on travaille dans ces écoles, et qu'on est du coup anthroposophe, on ne peut pas ne pas faire la promotion de l'anthroposophie. Parce que les élèves posent des questions sur ce qu'ils voient, sur ce à quoi ils participent, ce qu'on leur enseigne. C'est normal. Enfin, les questions surgissent inévitablement. Alors, les pédagogues Steiner-Waldorf, quand ils ne veulent pas parler d'anthroposophie, ils ont que deux solutions. Soit ils ne donnent pas d'explication en disant c'est comme ça et puis c'est tout, mais du coup les élèves sont pris dans des pratiques bizarres, en tout cas étranges, décalées par rapport au reste de la société auxquelles ils sont invités à se conformer sans réfléchir, ce qui est grave également. Soit on leur donne des explications, et alors là on leur parle d'anthroposophie. C'est une situation inextricable dont les écoles Steiner-Waldorf ne pourraient pas se sortir, même si elles le voulaient, je pense. Je ne pense pas qu'elles le veuillent. Mais, en tout cas, même si elles le voulaient, elles ne pourraient pas s'en sortir. Elles ne pourraient pas clarifier leur rapport à l'anthroposophie, ni aux yeux des élèves, ni aux yeux des parents, ni aux yeux de qui que ce soit, parce que elles ne peuvent pas faire autrement que d'en parler en interne aux élèves. Je vais maintenant aborder le second grand point de mon intervention, à savoir la question de la dissimulation. La dissimulation de l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf par les instances qui sont chargées de cette dissimulation. Comment se produit-elle, cette dissimulation? Comment est-elle mise en œuvre? Alors la première chose, celle qui saute aux yeux, ou qui aurait dû sauter aux yeux de beaucoup de gens, et en particulier des autorités concernées, c'est le discours malhonnête, le discours promotionnel malhonnête de ces écoles quand elles cherchent à se présenter, quand elles présentent leur pédagogie, leur soi-disant pédagogie. Parce que dans ce discours promotionnel, on ne parle jamais d'anthroposophie. Ou plus habile, on vous parle d'anthroposophie comme étant une sorte de philosophie humaniste, promouvant la liberté de l'être humain, l'épanouissement de l'individualité, etc., etc., ou cherchant à répondre à des questions sur le sens de la vie. L'anthroposophie, c'est une doctrine ésotérique, initiatique, spiritualiste, constituée d'un certain nombre de croyances précises, et non pas simplement d'un discours philosophique qui était capable effectivement de produire Steiner, mais c'est loin d'être seulement ce qu'il a produit, malheureusement. Donc, pour vous donner un petit aperçu, l'anthroposophie professe des croyances comme le fait que les êtres humains se réincarnent tous les 800 ans environ. Un coup on est un homme, un coup on est une femme, en général. L'anthroposophie professe la croyance selon laquelle le Christ serait une entité descendue du soleil. L'anthroposophie professe la croyance selon laquelle l'Atlantide a réellement existé. L'anthroposophie professe la croyance selon laquelle la Terre elle-même se réincarne. Elle s'est déjà réincarnée 4 fois, elle se réincarnera encore 3 fois au moins. L'anthroposophie professe la croyance selon laquelle les dinosaures étaient en fait des dragons cracheurs du feu. Les dinosaures possédaient un souffle de feu, selon Rudolf Steiner. L'anthroposophie professe la croyance également selon laquelle les races humaines existent et
et sont porteuses d'un certain degré d'inégalité entre elles. Par exemple, on trouve des propos de Steiner expliquant que les nègres penseraient avec leur cerveau arrière, les asiatiques avec leur cerveau central, tandis que le- les Européens auraient la chance, ou les Ariens plus exactement, auraient la chance de penser avec leur cerveau frontal. On trouve encore d'autres croyances selon laquelle Adam aurait été une sorte de méduse flottant dans l'albumine quand la Terre était encore sous forme liquide, parce que pour les anthroposophes, la Terre s'est densifiée progressivement, passant d'une espèce d'état gazeux, puis liquide, à un état plus solide, jusqu'à la formation de roches, etc., etc. Donc tout ça pour dire que l'anthroposophie est loin d'être seulement un discours humaniste, mais une doctrine, une cosmologie, euh, dont on peut se demander si certains éléments ne sont pas franchement délirants, en tout cas problématiques. Euh, donc, la moindre des choses, quand ces écoles se présentent, ce serait de dire, et de le dire clairement, nous sommes liés à l'anthroposophie. L'anthroposophie est un système de croyances avec des pratiques cultuelles et une communauté associée à ces pratiques cultuelles, c'est-à-dire une religion. Ces écoles sont les écoles d'une nouvelle religion nommée anthroposophie. Si vous n'êtes pas anthroposophe, si vous n'adhérez pas à cette nouvelle religion, vous n'avez pas à y mettre vos enfants, parce que nous les ferons vivre dans un univers qui est celui des anthroposophes, qui est celui de l'anthroposophie, et naturellement, ils en viendront, peu ou prou, à adopter des croyances anthroposophiques. Ce serait là un discours honnête, un discours qui les mettrait en accord avec eux-mêmes. Évidemment, si vous tenez ce genre de discours, vous ne pouvez plus dire nous sommes une pédagogie innovante, centrée sur l'épanouissement de l'individu, non confessionnelle, j'ose dire ce genre de choses, et recevoir des subventions de l'éducation nationale à ce titre. Vous ne pourriez plus prétendre à ce genre d'aide et de séduction à l'égard du public. Mais pourtant, ce serait la vérité. Concernant la dissimulation de l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, aux yeux des parents, des élèves, des autorités extérieures, il y a, et je le dis pour en avoir été témoin en tant qu'élève, puis acteur en tant que professeur dans ces écoles, il y a la pratique de tricherie, de fraude, de stratégie de dissimulation de faits à l'égard des autorités extérieures, à l'égard de ceux qui sont les représentants de la société. C'est quelque chose qui est présent de manière systématique, quotidienne, au point qu'on ne s'en rend plus compte, qu'on ne se rend absolument plus compte du caractère problématique de la chose, hein, quand on est à l'intérieur, ni en tant qu'élève, ni en tant qu'enseignant. Je peux donner quelques exemples. Quand il y a des collèges, c'est-à-dire des réunions de tous les professeurs, une fois par semaine, il y a quelqu'un qui est chargé de prendre en note le contenu des débats. Sauf que ce qui est dit dans ces cercles peut parfois prendre un caractère compromettant.
et qu'il vaut mieux, à ce titre, que ce caractère compromettant ne figure pas par écrit. Donc à côté de la personne chargée de prendre en note, vous en avez toujours une qui va intervenir à chaque fois que ce qui est dit ne devra pas être pris en note. Ça, tu ne notes pas. Ça, tu ne notes pas. Ça, tu ne notes pas. C'est la petite musique qui scande des réunions, des collèges, des réunions des professeurs Steiner-Waldorf. Autre exemple, encore plus délirant quelque part, grave, c'est la présence, pour ce qui concerne le collège de direction, collège interne, où là, nécessairement, tout ce qui est dit risque de prendre un caractère compromettant. Quand on connaît de l'intérieur le fonctionnement de ces écoles, on sait pourquoi. Eh bien, il y a la présence de deux cahiers de prise de notes. Un cahier avec simplement les titres des points abordés, pas le contenu, qui sera remis éventuellement à un inspecteur s'il le réclame. Et un autre cahier, le vrai, où là, il y a l'intégralité de ce qui s'est dit. Mais ce cahier-là, il ne sera pas donné à l'inspecteur. Il ne sera même pas donné aux collègues qui n'appartiennent pas au collège interne, c'est-à-dire au cercle de direction de l'école. Le président du collège de direction de l'école a pour mission de garder ce cahier secret, de le prendre avec lui à la fin des réunions, de le cacher à l'intérieur du coffre de sa voiture quand les réunions sont terminées et de le ramener chez lui pour qu'il ne tombe jamais en possession de mains extérieures. Ça, je le dis pour l'avoir observé. Les processus de dissimulation sont également présents lors des inspections sanitaires, les inspections pédagogiques. J'en ai parlé quand j'ai parlé du fait que ça constitue aussi une forme d'embrigadement, d'endoctrinement pour les élèves qui sont impliqués dans des processus de défiance à l'égard des autorités. Ça peut aller plus loin encore, puisque la dissimulation va concerner la dissimulation éventuelle de faits graves. Parce que ces écoles vivent dans la hantise permanente d'être désignées comme sectes. Donc, tout fait avéré qui tendrait à démontrer le caractère sectaire de ces écoles ne doit pas, aux yeux des membres du personnel de ces écoles, ne doit surtout pas, s'il se produit, franchir l'enceinte de l'école. Mais le problème, c'est que certains de ces faits qui pourraient laisser penser ou laisser croire au caractère sectaire de ces écoles mériteraient probablement des signalements. Simplement, quand il faut faire le choix d'accomplir son devoir et de signaler les faits en question, et de protéger l'école, à ma connaissance, le premier réflexe des professeurs de ces écoles, c'est de protéger leur école, pas d'accomplir leur devoir. Je souhaiterais conclure cette intervention en évoquant deux choses. La première concernant l'endoctrinement des élèves à l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, en précisant que cet endoctrinement que j'ai décrit ne conduit pas à une
à une influence massive sur tous les élèves qui deviendraient de fait des anthroposophes et s'inscriraient tous à la société anthroposophique. Ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, cela aurait été repéré et cela aurait été interdit. C'est plus subtil. C'est un processus qui consiste à diffuser chez la plupart des élèves des idées proches de l'anthroposophie, des idées New Age, si l'on veut. Donc la plupart des élèves ne vont pas devenir des anthroposophes. Ils vont devenir sensibles aux thèses spiritualistes de tous bords, et notamment des anthroposophes. Peu d'entre eux, comme ce fut mon cas, deviendront membres de la société anthroposophique et s'engageront dans les différentes instances de l'anthroposophie. Ils auront simplement été imprégnés de certaines idées qu'ils voudront peut-être retrouver à différentes occasions de leur vie. Ils voudront également retrouver à diverses occasions de leur existence un univers, une esthétique, une façon d'être, une ambiance qui a été celle de leur école et qui est celle des anthroposophes. Mais franchir le pas de ce désir est quelque chose qui ne se produit pas systématiquement. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot endoctrinement, en connaissance de cause, mais dans son sens initial, c'est-à-dire la diffusion d'une doctrine s'imprégnant dans les esprits des élèves. Il ne faudrait pas entendre le mot endoctrinement au sens de l'endoctrinement massif qui peut se produire dans des systèmes totalitaires. Ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus subtil et c'est bien pour ça que c'est délicat à repérer et à condamner. Pas pour ça que ça ne doit pas l'être, mais ça rend la chose difficile. La deuxième chose que je voudrais dire au sujet de la question cette fois de la dissimulation de l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, la dissimulation de la présence de l'anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf, c'est que, à ma connaissance, chez la plupart des professeurs de ces écoles, des dirigeants même de ces écoles, cette dissimulation n'est pas une stratégie consciente, c'est une habitude, c'est un héritage. Et eux-mêmes ne sont pas bien avec cette situation la plupart du temps. Ça les ronge, ça les use de l'intérieur, cette situation. Même d'ailleurs dans les hautes instances, comme la Fédération des écoles Steiner-Waldorf, je ne pense pas qu'on vive cette question de manière sereine. Tout le problème, c'est que cette difficulté, ce dilemme, il n'est pas assumé, il est perpétué. Quand on a un problème d'ordre moral, quand on sait qu'on a fait quelque chose ou qu'on continue à faire quelque chose de répréhensible par rapport aux lois de la société, normalement un individu sainement constitué devrait se sentir mal et devrait chercher une issue à cette souffrance. Ces écoles, elles existent depuis 90 ans.
l'issue n'a pas été trouvée. Et je ne crois pas qu'elle ait été cherchée. C'est pourquoi on peut, je crois, se poser des questions sur la moralité des dirigeants de ces écoles. C'est comme un voleur qui ne se poserait plus la question du vol, qui ne verrait même plus le problème qu'il y a à voler. C'est une image, c'est une comparaison, ce n'est pas une accusation de vol, c'est une comparaison à caractère pédagogique que je fais là. Un voleur qui ne se poserait plus la question du vol, à mon avis, aurait un profond problème de moralité interne. Bon, un voleur n'est déjà pas quelqu'un qui a une grande moralité interne, mais ce n'est pas la même chose quand on est conduit à voler, sachant que c'est pas quelque chose que la société accepte, et quand on ne voit plus le problème qu'il y a à voler. C'est plus le même état psychique chez le voleur. Les dirigeants des écoles Steiner-Waldorf, pour les avoir côtoyés, pour avoir discuté de ce problème avec eux, je ne suis pas sûr qu'ils voient le problème, plutôt que ça leur pose un problème. Et c'est là ce qu'il y a d'inquiétant pour eux.